Bonjour à tous. Donc, merci Michel pour cette invitation. Moi je suis violoncelliste. J'ai fait des études en psychologie. Ensuite j'ai fui l'Italie sous le régime berlusconien qui avait fermé tous les orchestres. Lorsque moi j'ai fini mes études au conservatoire, donc c'était pas de chance. Mais en même temps c'était une chance, parce que des fois dans la malchance on peut la transformer. Et donc j'ai commencé une thèse en neurosciences ici en France, on m'a très bien accueilli, sur les liens entre musique et cerveau. Et donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler brièvement, en fait, parce que bon, faire un état de l'art de cerveau et musique, c'est un peu le challenge. Je pense que c'est pas possible. Mais je pense qu'on sait tous aujourd'hui que la pratique de la musique change la façon dont le cerveau fonctionne. Donc il y a énormément d'études en neurosciences, ils sont incalculables, vraiment des milliers d'études qui montrent vraiment de fois même la forme du cerveau peut être modifiée, la dynamique du cerveau est modifiée, et la connectivité des différentes aires est modifiée. Mais la question qui se pose en réalité, c'est est-ce que ces modifications, en fait, elles touchent seulement les compétences musicales? Parce que bien évidemment, pour faire de la musique, il faut pouvoir discriminer des notes de manière très fine. Ça, c'est vrai que c'est très important pour la musique, ça l'est aussi pour il s'avère que ça l'est aussi pour le langage. Donc la question qui se pose est vraiment de dire, est-ce qu'il y a un transfert de l'apprentissage? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces modifications qui sont engendrées par la pratique de la musique vont avoir un impact sur des compétences qui ne sont pas stricto sensu musicales? Et c'est là, ça c'est vraiment, je pense, le point qui est crucial. Donc l'idée, c'est qu'on a des fonctions cognitives, des opérations cognitives qui sont ni spécifiques à la musique, ni spécifiques au langage, et qui sont partagées. Et que c'est ces fonctions-là, en fait, que la musique va faire progresser d'une certaine manière. Et que du coup, comme il s'agit de la même fonction, de la même opération, on a un bénéfice pour des compétences langagères et autres, bien sûr. Je vais parler surtout du langage aujourd'hui, mais vers la fin, je parlerai d'autres choses. Et en fait, donc il faut se battre contre une notion qui était la notion du cerveau droit, cerveau gauche, qui était malheureusement qui est bien instaurée dans la tête des gens, et dire la musique ça se passe à droite, le langage ça se passe à gauche. Là, on est mal barré. Déjà, tout de suite, on s'est dit oui, mais si on fait la musique, on va développer le cerveau droit, alors que pour l'intelligence, pour la logique, pour les mathématiques, pour le langage, on a besoin du cerveau gauche. Ça, c'est faux, c'est fini. Donc il faut arrêter avec ça. Et donc on sait très bien qu'il y a vraiment un chevauchement des réseaux bilatéraux, et que tout le cerveau travaille ensemble. Voilà, il n'y a pas 5% du cerveau qui travaille, le cerveau il travaille tout le temps. Et voilà, donc il faut arrêter d'avoir cette vision de dire, voilà, il y a des aires qui font seulement ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et effectivement, il y a des aires qui sont plus spécialisées dans certaines fonctions, ça c'est vrai, on le retrouve, mais il n'y a pas vraiment de unicité. Et pour tout ce qui est fonction complexe, en réalité, on a vraiment une mise en jeu de réseaux importants qui se chevauchent lorsqu'on observe, par exemple, la musique au langage. Mais ça, c'est logique. Si on y pense de quoi a-t-on besoin pour faire de la musique et pour parler? Donc, on doit analyser les sons. Vous êtes en train de m'écouter, vous devez analyser les sons. Vous devez reconnaître les sons, reconnaître, voilà, des phonèmes, des sons. Si je chante, la, 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 vous devez reconnaître ces notes, ces différentes notes. Vous devez reconnaître des instruments différents dans l'orchestre, c'est nécessaire. Voilà, les voix de soprano, on ne peut pas se confondre avec les altos, sinon on est mal barré. Il faut mettre en place une structure temporelle pour maintenir tous ces sons, parce que sinon, on peut soit le langage comme ça, non, on perçoit le langage comme une suite, et on va créer des chaînes de sons. Et dans la musique, c'est la même chose. Une gamme qui monte, un arpège qui descend, deux éléments. C'est beaucoup plus simple que se souvenir. Ok, il y en avait 10 ou 15, je ne sais plus. Donc il faut savoir extraire des règles, parce que les sons, ils ont des liens entre eux, donc on va les grouper, on va créer des règles, donc c'est la syntaxe, c'est l'harmonie. Il faut les mémoriser, ces règles. Il faut savoir générer. Là, je suis en train d'improviser mon discours. Je l'ai un peu préparé, mais je génère du langage, je génère des phrases que je n'ai jamais racontées de ma vie. Enfin, un petit peu quand même, parce que je fais ça assez souvent, mais pas exactement tel que je suis en train de le faire. Je pourrais improviser, puis le dire. Voilà, surtout la dernière note, peut-être qu'elle n'avait pas été écrite avant. Le reste, ça me. Et je dois diriger l'attention, ça c'est très important, les aspects attentionnels. Vous êtes en
train de m'écouter, moi, il peut y avoir des bruits, des gens à côté de vous qui parlent, quelqu'un qui ronfle peut-être, ou un ventilateur. Et dans la musique aussi, on écoute une symphonie, ben, si on est perturbé, et on doit pouvoir suivre les mélodies, par exemple, ça c'est très compliqué, suivre la mélodie de la flûte parmi tous les violons qui sont en train de jouer. Des fois, trop fort. Et dans les deux cas, musique et langage, on doit pouvoir interagir et communiquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc si on regarde, rien que sur un plan purement théorique, ça semble évident. Évident, et ça ne peut pas être autrement que travailler la musique va avoir bénéfice sur d'autres compétences telles que le langage. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment ça marche. Donc je vais me focaliser sur un aspect qui est une vision du fonctionnement du cerveau, parce que moi je suis neuroscientifique, j'essaie de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et un des modèles que nous avons du fonctionnement du cerveau est le suivant, c'est-à-dire que le cerveau il fonctionne avec comme des systèmes oscillatoires. Donc chaque aire a son rythme oscillatoire et ça va communiquer avec les autres aires avec certains rythmes oscillatoires. Un peu comme les radios, vous pouvez régler sur France Culture ou alors France Inter. Voilà, moi j'ai que ces deux-là, mais il y a plein d'autres, vous pouvez changer. Et donc le cerveau il fait ça et il va faire un réglage de ces fréquences. Et donc ces fréquences oscillatoires elles sont très importantes d'une certaine manière parce qu'elles permettent vraiment le codage de l'information et l'anticipation du flux de l'information. Si on s'intéresse par exemple à qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand vous écoutez un métronome, quelque chose de très très simple, tac, 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 tac. L'activité oscillatoire dans votre cerveau, dans une bande de fréquences particulière, on appelle ça la bande bêta pour les experts, de 20 Hz. En fait, il y a une augmentation et diminution de l'énergie dans le 20 Hz. Ça s'appelle pap, 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 pap. Et vous pouvez anticiper, c'est ça qui vous permet d'anticiper le fait qu'il va y avoir un autre pap du métronome. Dans le langage, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cerveau, il va toujours anticiper le flux de son que vous êtes en train de dire. Des fois, on peut anticiper même les mots. Alors, si j'ai dit à quelqu'un, il fait trop chaud, ça serait bien d'ouvrir la fenêtre ou la porte, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais même là, dans mon flux de parole, dans mon flux de parole, il y a une rythmicité. Okay? Il y a toujours une rythmicité dans la parole. Okay? Et donc ça, le cerveau, il arrive à se caler là-dessus grâce à ses propriétés oscillatoires. Donc il anticipe, il est toujours en train d'anticiper ce que quelqu'un va dire. Mais le fait qui est très important de la musique, c'est qu'elle pose des contraintes de précision qui sont supérieures à celles de la parole, par exemple. Donc dans la musique, il faut être très précis temporellement. Dans la parole, on peut parler plus ou moins lentement, comme ça, bien sûr, le public qui va doucement s'endormir. On peut parler très rapidement, etc. Moi, je ne suis pas très bon à parler rapidement. Mais ce n'est pas très important d'être hyper précis. Okay? Et dans la musique, par contre, il faut être précis à la milliseconde. Si on joue dans un quatuor à cordes, on est à la milliseconde près avec les autres. Ce qui veut dire que le cerveau, lui, doit être capable de générer ces oscillations neuronales qui vont, d'une certaine manière, imiter le monde extérieur. Parce que le cerveau, il va se caler sur le monde, sur la structure du monde extérieur. Vous êtes en train de vous caler sur ma voix, là, comme ça, comme ça, comme ça. Vous êtes en train d'écouter, et tout doucement, vous pouvez fermer vos yeux, et maintenant, vous êtes sur une plage, etc. Et donc, c'est comme ça. Et donc, la musique, elle va poser une contrainte particulière sur la temporalité, sur la précision, ce qui va vous permettre de mieux anticiper, d'une manière générale, l'information dans le domaine déjà auditif, mais pas seulement. Et donc, là, il y a des études qui ont montré effectivement que les musiciens, ils arrivent à mieux se synchroniser sur des structures temporelles, même si ces structures temporelles, tout particulièrement lorsqu'elles sont complexes. Et typiquement, dans la parole, on a des structures temporelles qui sont complexes. On a des structures qui sont au niveau de la syllabe, au niveau des mots, au niveau des phrases, et ces structures, elles changent, donc il faut savoir rapidement s'adapter, et pour ça, les musiciens, ils sont très bons, parce qu'ils savent ralentir, accélérer, et toujours avec le chef d'orchestre, ou avec le collègue dans le quatuor à cordes, ou avec la section de soprano ou de baryton, dans une chorale. Et donc ça, en fait, ce qui est important, c'est le message crucial que je veux essayer de faire passer, que là, on parle d'une propriété du cerveau. Donc on
on est passé de là du fait de dire ah oui, l'aire de Broca, ah oui, le cortex auditif primaire, ah oui, le cortex auditif secondaire, ah oui, l'amygdale pour les émotions. Là, on parle de la possibilité, moi je dirais ça dessus un scientifique, donc on n'est jamais certain de rien, donc je dis la possibilité, et en tout cas de l'hypothèse avec un certain nombre de données, que la musique change une propriété fondamentale du fonctionnement cérébral qui est son mode oscillatoire. Donc, ça veut dire que si le cerveau il arrive à mieux se synchroniser, avec quoi on se synchronise? Ben avec vous, vous synchronisez avec ma voix, mais quand vous allez courir, vous synchronisez avec la personne avec qui vous courez. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous vous synchronisez sur un autre niveau. Il y a une synchronie émotionnelle aussi, communicationnelle, etc. On peut se synchroniser à plein de niveaux. Et donc, si on arrive à mieux se synchroniser, ben, ça veut dire que l'information sera mieux traitée, qu'on sera un meilleur accord aussi avec les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très général. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. No, I'll move it back. Vous voyez des métronomes qui sont tous désordonnés entre eux. Imaginez avoir 10 métronomes, vous les lancez, ils sont tous désordonnés. Et quand vous les mettez dans un système comme celui-là, qui leur permet de communiquer, petit à petit, ces métronomes, ils vont commencer à osciller tous ensemble. Et en fait, ça, c'est un exemple, le cerveau, il fonctionne de la même façon. Et donc, s'il y a quelque chose en fait, le cerveau, il va essayer de converger vers une solution la plus simple possible. Et la musique, pour moi, elle aide à ça. Elle aide à converger vers cette solution plus simple de la manière la plus rapide possible. Pour vous, la meilleure façon de percevoir, de comprendre ce que je dis, c'est effectivement de caler votre activité oscillatoire, comme je faisais, le plus précisément possible avec ma voix. Okay? Donc si vous arrivez à faire ça très rapidement, comme un musicien qui lui fait hop, et c'est directement, on part directement. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on y va. Okay, on n'a pas besoin de ça, le musicien il fait ça directement, et dès qu'il y a des changements de fluctuations, en fait, les musiciens se remettent ensemble. Donc ça, c'est une propriété qui est très importante pour faire ça que le cerveau, lui, il s'adapte au monde extérieur, et aussi que les différents airs puissent s'adapter aux changements, parce que deux fois dans la musique, il peut y avoir un rythme qui est assez régulier, mais une connotation émotionnelle qui change, donc et là, ça va être un changement entre le système auditif et le système émotionnel qui va se faire. C'est celle-là. Voilà. Et donc j'ai quelques exemples. Moi je travaille à l'INSERM depuis 2011. En fait, avant j'étais au CNRS, je suis toujours chercheur au CNRS, mais qui travaille pour l'INSERM. Donc je suis sur des problématiques de musique et santé. Ou d'une certaine manière, c'est peut-être tout simplement, d'un point de vue politique, c'est plus facile d'avoir du financement quand on travaille sur la santé, mais c'est vrai que c'est aussi des populations qui sont défavorisées par rapport à une problématique plus générale, telle que l'éducation. Et donc, je vais vous présenter, mais sans vraiment rentrer dans les détails, quelles peuvent être les approches par rapport à cette hypothèse-là, en fait, d'améliorer les compétences de synchronisation du cerveau. Qui dit synchronisation dit meilleure anticipation, donc une anticipation aussi qui est de type, on pourrait voir comme anticipation intentionnelle. Et donc, on a fait des travaux chez les enfants malentendants, par exemple. Les enfants malentendants qui sont des enfants sourds de naissance, chez qui on va mettre un implant cochléaire. On leur permet du coup d'entendre, de découvrir le monde sonore. Néanmoins, ces enfants, ils restent déficitaires par rapport, assez souvent, pas dans tous les cas, des fois ça marche parfaitement bien, mais assez souvent, ils restent légèrement déficitaires par rapport aux enfants entendants. Et donc, on a besoin de chercher une façon de faciliter leur perception. Donc là, c'est pour vous montrer, en fait, différentes échelles temporelles qu'on peut utiliser dans la recherche. Alors ici, on fait l'hypothèse que je vais stimuler le système très rapidement, tout de suite, et ensuite je vais présenter une phrase. Donc, ta 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 ta, comment ça va? Ta ta ta, je vais bien. J'ai amorcé, on dit, la structure temporelle de la parole. Et donc on s'est aperçu
Et chez ces enfants-là, lorsqu'on va amorcer la structure temporelle d'une phrase, d'un mot, ils vont mieux le percevoir par rapport à lorsqu'il n'est pas amorcé. Donc, on met leur système déjà en état oscillatoire, dans le bon état oscillatoire de la même phrase, de la phrase qu'ils vont écouter, via le rythme. Donc, ils écoutent un petit rythme, ils produisent ce petit rythme, ensuite ils écoutent la phrase, et là, ils vont mieux la percevoir par rapport à lorsqu'ils n'écoutent pas la phrase. Ça, c'est une façon de faire. On peut, donc ça c'est très rapide, on appelle ça l'amorçage. Okay. On peut aussi dire, bon, ça c'est un peu compliqué d'un point de vue de la rééducation d'utiliser ça, on va dire, on va les stimuler pendant 30 secondes, okay, avec un rythme, avec une musique régulière, et ensuite on va leur faire faire une tâche. Et on va voir si cette tâche langagère, ici c'est des travaux de l'équipe de Barbara Tillman de Lyon, c'est une tâche de grammaticalité ici, et on va voir si le fait de présenter un rythme régulier va du coup générer un état oscillatoire plus ordonné dans le cerveau qui va être du coup plus réceptif pour faire la tâche langagère qui n'a apparemment rien à voir avec le rythme. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement ces enfants ici c'est des enfants avec des troubles lys et des SLI aussi, des dysplasiques, on bénéficie de ces 30 secondes de musique, et ensuite ils peuvent faire quelques essais de la tâche, et ensuite on va les stimuler encore, et donc on trouve un bénéfice dans ça. Et on peut aller plus loin dans l'échelle temporelle, donc on a vu stimuler 2 secondes, stimuler 30 secondes, et ici on va aller vers quelque chose d'encore plus écologique, donc là on va faire une stimulation rythmique qui dure une demi-heure chez les enfants malentendants, et on va comparer ça avec une séance d'orthophonie, donc de type entraînement tout simplement auditif. Donc on fait l'hypothèse que c'est vraiment l'aspect rythmique et temporel qui joue un jeu, qui joue un rôle. Et donc ici on s'est aperçu, là c'était une tâche sur des compétences d'interaction. On s'aperçoit que sur des paramètres qu'on appelle plus locaux et globaux, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être l'enfant il va arriver à mieux interagir avec son partenaire, il va être mieux adapté aux modifications du partenaire. Lorsqu'on discute avec quelqu'un, il faut savoir s'adapter. Si la personne fait une pause, ah maintenant, t'en penses quoi? Ah, j'en pense que là c'était beaucoup trop long. Okay. T'en penses quoi? Ah, moi je suis d'accord. Okay. Donc il faut être très rapide dans les échanges d'interaction. On n'a pas beaucoup de temps, il faut être toujours dans l'anticipation. Et les enfants, ils arrivent à mieux s'adapter grâce à juste une demi-heure de stimulation rythmique. Et aussi, leur réponse cérébrale. Ici, vous voyez, je ne sais pas si ça marche, je ne vois. Non. Donc en haut, c'est les enfants normentendants. En bas, à gauche, c'est les enfants malentendants, et à droite aussi, malentendants. Sauf qu'à gauche, ils ont reçu juste une demi-heure de séance d'entraînement auditif, qu'on appelle. Et à droite, c'était seulement une partie qui portait sous le rythme, sous l'idée de favoriser leur capacité oscillatoire. Et on voit en fait que les réponses cérébrales, elles ressemblent beaucoup plus après la séance rythmique chez les enfants malentendants, réponse des enfants malentendants. Donc on arrive d'une certaine manière à normaliser leur activité cérébrale, et surtout vis-à-vis de moments où le partenaire il va jouer des petits tours, donc il va pas tout à fait être très sympa avec eux, et donc il va être un peu en retard, il va leur couper la parole, il va les anticiper, et là ils vont savoir mieux s'adapter. Et après, on peut travailler bien sûr à une échelle encore plus longue. Donc là, c'était une demi-heure, mais bien évidemment, les projets les plus importants sont aussi les plus coûteux. Et donc là, c'est des projets qu'on va mener sur 2 ans, par exemple, ou sur 1 an, 2 ans. Là, c'est un projet qu'on a fait sur, je vous montre juste le résultat, sur 1 an, qu'on a mené en Italie, et sur des enfants dyslexiques qui ont suivi pendant 1 an, à un rythme de 2 séances par semaine. Donc c'est assez lourd à réaliser comme projet, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Des séances de musique versus un groupe de contrôle qui a fait des activités plutôt d'art plastique. Et donc on teste leurs compétences chronologiques qui sont plus en lien avec la musique par rapport aux arts plastiques. On parle ici juste de compétences chronologiques, et on voit les compétences chronologiques, c'est un peu le point clé, surtout pour certains enfants qui souffrent de dyslexie de type chronologique, d'arriver donc à distinguer, à catégoriser les sons. Et on voit en fait que les enfants qui sont dans les groupes musique, donc on voit en bas à gauche, c'est eux qui s'améliorent le plus, donc c'est la partie en bleu, donc 75% des enfants s'améliorent. Il y a nombreux qui sortent carrément des critères italiens de la dyslexie par rapport au groupe qui a reçu l'activité d'art plastique. Et on se rend compte aussi que le plus ils s'améliorent dans leurs compétences rythmiques,
le plus, il s'améliore dans la compétence phonologique. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Nous, en sciences cognitives, souvent on met des labels, on dit ah oui, tes compétences rythmiques, et l'autre, il va dire, il s'intéresse sur le langage, tes compétences phonologiques, mais finalement, bien que pour le cerveau, c'est un peu la même chose. Okay. Et pour finir, je termine là-dessus aussi parce que je disais qu'il s'agit ici d'une propriété qui est généralisée, et donc arriver à se synchroniser avec le monde extérieur et à faire en sorte que les différentes aires du cerveau communiquent mieux entre elles, ça peut aller très loin. Et donc moi je pense que c'est aussi, ce modèle-là, il se prête aussi à expliquer certaines données qu'on a pu observer. Donc ça c'est un travail de Tomasello, qui est un chercheur en neurosciences sociales, qui a montré qu'il y a des enfants à qui on propose en fait une séance de jeux musicaux, avant une tâche qui est très compliquée, qui est quasiment impossible à réaliser tout seul, pour laquelle il faut coopérer avec un autre enfant. Donc, suite à la musique, par rapport à nos conditions de contrôle, en fait, les enfants ils vont mieux coopérer, donc ils vont mieux s'entraider pour résoudre cette tâche qui est difficile. Donc la musique va favoriser, pas seulement du coup des aspects, on va dire, de perception, ou des aspects langagés, mais va jusqu'à favoriser notre capacité de se mettre en lien avec l'autre, notre capacité d'avoir envie de collaborer. Donc c'est un impact qui est vraiment très très large et qui du coup a un impact, je pense, peut avoir un impact vraiment sur un aspect et un domaine très ample, pas seulement des aspects de santé comme du trouble du langage que je vais présenter, mais vraiment sur des aspects qui sont d'ordre de l'éducation, parce que on sait très bien que dans l'éducation, un problème très important, effectivement, le problème relationnel des compétences sociales. Je vous remercie, je m'arrête ici. Et je passe la parole à M.